Jeudi 23 octobre, Donald Trump a finalement renoncé à envoyer la garde nationale à San Francisco après plusieurs semaines de menaces et de bras de fer avec le gouverneur démocrate de Californie. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président américain multiplie les déploiements de militaires réservistes dans de grandes villes dirigées par des démocrates au nom de la lutte contre la criminalité et l'immigration. Los Angeles, Washington, Chicago ou Portland ont déjà vu arriver ces troupes, souvent contre l'avis des autorités locales. Avec cette démonstration de force, Donald Trump teste les limites du pouvoir fédéral face aux États démocrates et reprend une vieille rhétorique américaine, celle de l'ennemi intérieur. Bonjour Olivier Burtin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien et maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'université de Picardie, Jules Verne. Pouvez-vous déjà nous dire pourquoi ce renoncement de la part de Donald Trump ? Alors ça semble avoir été causé en grande partie par les liens qui existent entre Trump et le milieu de la tech aux États-Unis, un milieu de la tech qui est évidemment implanté très fortement à San Francisco, et c'est les dirigeants de plusieurs entreprises de la tech semblent avoir convaincu Trump que le maire de San Francisco avait déjà fait suffisamment d'efforts pour faire baisser la criminalité, de façon à ce que Trump n'ait pas besoin d'intervenir. Donc voilà. Pourquoi le président américain déploie-t-il la garde nationale dans certaines villes démocrates, à commencer par Washington, la capitale ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il l'avait fait au tout début pour protéger les agents de l'immigration qui étaient, selon lui, victimes d'attaques de la part non seulement de la population locale, mais aussi de gangs criminels. Et donc, le déploiement de la garde nationale, ça répondait, par rapport au texte de loi qu'il avait utilisé, à un effort de défendre les États-Unis contre une invasion, l'invasion non seulement de l'immigration, mais aussi des gangs criminels qui y seraient liés, selon lui. Est-ce qu'on avait déjà vu ça dans l'histoire ? Un déploiement de la garde nationale, ça a déjà eu lieu plusieurs fois aux États-Unis dans l'histoire. Par exemple, si vous regardez la période du mouvement des droits civiques dans les années 50-60, la garde nationale avait souvent été utilisée pour forcer l'intégration raciale de différentes écoles publiques, à l'époque où la population du Sud notamment refusait cette intégration. Là, la différence, c'est évidemment que la garde nationale est utilisée non pas pour faire avancer des buts progressistes, mais conservateurs, très clairement. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. L'idée, donc, c'est que Trump utilise cette garde nationale non seulement pour répondre à une hausse de la criminalité qui est largement imaginaire, mais aussi pour avancer son propre narratif à lui, à savoir que les États-Unis seraient soi-disant en proie à une immigration incontrôlée, que ce serait le chaos dans plusieurs villes américaines, notamment évidemment celles démocrates, et donc il lui faudrait réagir en tant que président fort et décisif par rapport à l'inaction de ces différentes villes pour rétablir l'ordre, absolument. Mais pourquoi n'utilise-t-il pas les forces de police ? Parce que selon lui, elles sont plus suffisantes. Elles sont plus suffisantes pour faire face à ce qui est équivalent à une véritable invasion. Ça a été disputé, hein, bien évidemment, par des juristes. Mais pour lui, l'immigration, entre guillemets, incontrôlée qui a eu lieu aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Illégale, et aussi un moyen pour les différents gangs de l'Amérique du Sud de faire entrer au pays les drogues qui tuent des dizaines de milliers d'Américains. Est-ce que, Olivier Burtin, ces mesures prises par Donald Trump dont on parle montrent-elles un durcissement de sa ligne politique par rapport à son premier mandat en 2016 ? Oui, absolument. Il y avait déjà eu dans son premier mandat, 2017-2021, une tentative d'utiliser la garde nationale pour essayer justement de notamment répondre aux émeutes de Black Lives Matter en 2020. Mais il en avait été plus ou moins empêché à l'époque par ce qu'on avait appelé les adultes dans la salle, les différents généraux et ministres un peu plus seniors que lui. Ces personnes-là ont disparu et il n'y a plus aujourd'hui de garde-fou et donc il est libre plus ou moins de mettre en valeur son agenda politique. Sur place, dans ces villes démocrates qui voient arriver l'armée, comment est-ce vécu par les populations ? Alors c'est de plus en plus négatif dans le sens où il y avait eu différentes réactions au départ dans des villes comme Washington DC par exemple. La population s'était un peu moins mobilisée, mais par contre à Chicago il y a eu une mobilisation locale très forte, notamment dans les différents quartiers latinos qui sont les cibles des raids de la police de l'immigration. Et maintenant que la répression est en train de s'étendre non seulement au-delà de ces quartiers, mais aussi pour toucher des quartiers blancs un peu plus riches, on voit une population qui de plus en plus se mobilise au niveau local, vraiment au niveau des quartiers, des rues, pour essayer de bloquer ces différents raids.
Est-ce que, sur place, on constate des affrontements avec la police, des violences? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On voit souvent les images devant cette police de l'immigration, Mhm. ICE, mais comment ça se concrétise très, matériellement, factuellement? Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de violence vraiment d'un très haut niveau. Il y a eu plusieurs blessés, il y a eu quelques cas isolés de personnes qui ont été tuées à la suite de raids de l'immigration. Mais ce à quoi on assiste, c'est surtout des mobilisations vraiment citoyennes de personnes qui, dans leur propre quartier, par exemple, pour vous donner un exemple, à Chicago, de plus en plus de personnes utilisent des sifflets pour avertir leurs voisins de l'arrivée de la police de l'immigration et leur dire justement de se cacher ou de ne pas envoyer leurs enfants, par exemple, à l'école. Parce ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de se faire rafler, absolument. Je pense que le problème le plus important, ce sont les ennemis qui viennent de l'intérieur, pas les gens qui arrivent et qui détruisent notre pays. D'ailleurs, ils détruisent complètement notre pays. Les villes, les villages sont inondés, mais ils ne représentent pas un problème d'un point de vue électoral. Je pense que le vrai problème vient des gens de l'intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes, des personnes malades, des radicaux de gauche, des fous, et si nécessaire, ils peuvent être gérés par la garde nationale, voire par l'armée. Nous avons donc deux ennemis, ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Et l'ennemi intérieur, de mon point de vue, est plus dangereux que la Chine ou la Russie. Parce que si vous avez un président intelligent, il peut gérer ces pays très facilement. Je les ai gérés et je me suis bien entendu avec tous. On vient d'entendre Donald Trump, c'était dans une interview sur Fox News le 19 octobre 2024. Pardon pour la traduction que j'ai faite à l'instant en direct. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette rhétorique de l'ennemi intérieur dans la bouche de Donald Trump et peut-être plus largement dans l'histoire des États-Unis? C'est une rhétorique qui est très vieille dans l'histoire de l'extrême droite à laquelle Trump se rattache, qui remonte au 19e siècle, à une époque où les catholiques notamment, puis ensuite les juifs étaient très souvent considérés comme justement une cinquième colonne qui se serait infiltrée aux États-Unis et qui aboutirait à la perversion des idéaux américains. Ça s'est amplifié avec notamment à la fin du 19e, début 20e, tout le rattachement de cette idéologie au mouvement anticommuniste. Puis ensuite, dans les années 50-60, la figure de l'ennemi intérieur s'est rattachée plus largement aux libéraux au sens américain, donc progressistes, centre-gauche, que les conservateurs considéraient là aussi comme des agents à la solde de Moscou qui, via leur idée notamment pour étendre le pouvoir de l'État, auraient abouti à la construction d'un État totalitaire. Qui désigne-t-il, à votre avis, quand il parle d'ennemi intérieur? Il le dit un petit peu dans l'extrait qu'on vient d'entendre sur Fox News, mais à vos yeux? Alors à dessein, il est justement vague, de façon à ce que ces différents supporters puissent y comprendre ce qu'ils souhaitent. Mais en gros, pour lui, l'ennemi, c'est les démocrates en règle générale, les personnes issues de l'immigration, ou en tout cas celles qui ne sont pas d'accord avec lui. Les populations non blanches, de façon assez générale là aussi. C'est un terme qu'il utilise de façon, là encore, à dessein très vague, sans jamais véritablement apporter de définition très précise. Vous avez commencé à en parler, la mort de George Floyd, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, sur France Culture, on fait une matinale spéciale 20 ans après la mort de Ziad Bouna à Clichy-sous-Bois. Est-ce que vous savez, Olivier Burtin, comment se passe la mémoire par rapport à la mort de George Floyd à Minneapolis? Alors, il y a une mémoire qui est encore très forte au niveau local, notamment à Minneapolis, où pendant des années, l'endroit où il était mort avait été sanctuarisé en fait par les activistes de la ville. Depuis, il y a eu un reflux assez net de cette tendance-là. Mais après, si vous voulez, cette mémoire locale s'insère aussi dans une mémoire nationale afro-américaine des morts causées par la police, qui est bien plus ancienne que George Floyd et qui continue encore aujourd'hui, puisque la police continue de tuer des Noirs aux États-Unis et ça ne s'est pas arrêté en 2020. Les chiffres du Washington Post montrent même une augmentation certaine. Oui, bien sûr. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur les tensions entre la police et la population aux États-Unis? J'aimerais qu'on aborde cette loi que, suite à la mort de George Floyd, Joe Biden avait voulu faire passer et qui a été plus ou moins interrompue au Congrès.
Alors, les tensions sont très anciennes, notamment entre la population afro-américaine. Pour vous donner un exemple, les Afro-Américains parlent souvent du talk que les parents afro-américains doivent avoir avec leurs enfants à propos de la police. Très jeunes, les enfants afro-américains sont socialisés à avoir peur de la police Qu'est-ce que ça signifie? tout simplement que c'est une mémoire qui s'est vraiment construite et qui va au-delà d'événements précis et qui fait partie aujourd'hui de la culture afro-américaine, la culture noire aux États-Unis, au sens où même même les hommes noirs qui n'auront pas forcément affaire à la police plus tard, ils sont introduits dès leur plus jeune âge et savent très bien depuis leur enfance qu'ils doivent faire attention dès qu'ils ont une altercation avec un policier. Donc cette fameuse loi George Floyd, elle a pas pu le voir le jour. Donald Trump, comment se positionne-t-il là-dessus? Est-ce qu'on l'a entendu? Alors, Trump avait fait quelques efforts dans la direction notamment d'essayer de réduire la population carcérale aux États-Unis, mais dès qu'il s'agit notamment sa relation avec les syndicats de police, en règle générale, il est beaucoup moins «progressiste» entre guillemets évidemment là-dessus que Biden. Donc c'est pas un sujet sur lequel on peut s'attendre à des progrès très significatifs. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? S'il y a quelque chose derrière, c'est important, les arrière-pensées en politique, derrière le déploiement de l'armée dans ces villes démocrates, est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Au-delà de son effort pour avancer son propre narratif idéologique, on peut aussi penser aux élections de mi-mandat, puis aux élections de 2028, puisque la présence des forces armées américaines dans plusieurs villes, essentiellement des villes démocrates, pourra être utilisée par lui d'ici à quelques années, si jamais il souhaite justement surveiller les élections et s'assurer que si jamais il y a des désordres ou des cas où les élections sont contestées, que cette fois-ci, les forces de l'ordre seront de son côté. Est-ce qu'il en a parlé? Ou on a des sources qui nous disent ça? Pas explicitement, mais on peut imaginer, étant donné son passif, que ça ferait partie de ses idées, en tout cas à court terme. Eh bien, merci infiniment Olivier Burtin d'être venu ce matin pour les enjeux internationaux sur France Culture. Je rappelle que vous êtes historien et maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'Université de Picardie Jules Verne. Vous pouvez réécouter cet entretien sur l'application Radio France.